Même s'il est souvent considéré comme le scénario parfait, Retour vers le futur ne l'est vraiment pas quand on parle de logique temporelle. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans ce deuxième épisode de Paradoxe, l'émission qui explore les voyages dans le temps au cinéma. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Retour vers le futur? Bon allez, on va faire ça, mais rapidement. Retour vers le futur, c'est donc un film réalisé par Bob Zemeckis, ou Robert Zemeckis si vous n'avez pas envie d'utiliser son surnom, en 1985. C'est évidemment le premier volet d'une trilogie qui est devenue culte et qui, normalement, ne devrait pas connaître de suite, sauf si on considère cette série animée que, franchement, je n'aimais pas du tout comme une suite. Voilà, dites-moi si ou pas, ça fait partie si on compte ça comme une suite de Retour vers le futur, parce qu'on dit toujours il n'y a pas de suite, mais il y a quand même une série animée, bordel. L'histoire, c'est celle de Marty McFly, qui a le nom de personnage le plus classe de l'histoire du cinéma, rien que ça, qui, suite à une attaque terroriste qui a tué son ami Doc Brown, interprété par l'extraordinaire Christopher Lloyd dans ce film. Et pour s'échapper, Marty se retrouve à utiliser la machine à remonter le temps la plus classe de l'histoire du cinéma, la fameuse DeLorean, qui va le propulser en 1955, où il va plus ou moins empêcher la rencontre de ses parents et mettre en péril sa propre existence. Et on le dit très souvent, en termes de dramaturgie, Retour vers le futur est quasiment le scénario parfait. Le film est parfaitement construit, il prend son temps au départ, il prend quasiment une demi-heure avant que le personnage de Marty revienne dans le passé, et durant cette demi-heure, vraiment, il place énormément d'éléments avec lesquels il va pouvoir s'amuser tout le long du film. Au-delà de ça, les enjeux sont ultra clair et franchement engageant, éviter que le personnage disparaisse et le faire rentrer chez lui, donc c'est vraiment deux enjeux qui sont extrêmement limpides pour le spectateur. Ils sont montrés de manière très visuelle, notamment grâce à cette photo qui fait que Marty voit ses frères et sœurs disparaître, qui donne un aspect très efficace à la narration, même si on va en reparler très vite. Ça pose quelques problèmes en matière de logique temporelle. Il y a ce jeu sur les décalages d'époque aussi qui est vraiment grandiose, qui fourmille de détails, il y a énormément de choses qui sont à capter au fur et à mesure, et souvent d'ailleurs tu le captes pas au premier visionnage, et ça nécessite plusieurs visionnages pour vraiment, à chaque fois quasiment, tu redécouvres un petit détail que tu n'avais pas fait gaffe, qui revient à un moment dans le film. Par exemple le fait que le centre commercial dans le présent du début s'appelle le centre commercial des deux pains, et que après que Marty dans le passé ait écrasé un pain, le centre commercial à la fin, c'est un petit détail, c'est juste un panneau, s'appelle le centre commercial du pain solitaire. Voilà, c'est le genre de détail avec lequel Zemeckis s'éclate, et qui nécessite potentiellement plusieurs visionnages pour en prendre vraiment la pleine mesure sur tout ce qu'ils font dans le film avec. Il y a aussi énormément de jeux autour de la pop culture. Marty va par exemple inventer le skateboard, ce qui est vraiment plutôt cool. Il se retrouve à être appelé Calvin Klein, Pierre Cardin en français. Je savais pas que Pierre Cardin c'était une marque de sous-vêtements, mais voilà, Calvin Klein parce que il a des caleçons Calvin Klein, et donc sur l'étiquette il y a marqué Calvin Klein, et vu qu'on est en 1955, on est avant cette grande époque de la société de consommation qui bat à plein régime, j'imagine qu'à l'époque les étiquettes de sous-vêtements n'avaient pas nécessairement le nom de la marque dessus, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de marque, et donc voilà, c'est pour ça que les gens l'appellent Calvin Klein dans le film, et c'est un petit détail, encore une fois, on joue des différences des époques via un peu la pop culture, ou même via les usages et les coutumes, quoi. Il va commander un Diet Coke, enfin un Diet Pepsi, ou plutôt en français c'est un Pepsi régime, je crois, truc qu'on n'a jamais dit, mais évidemment le mec va le regarder genre non mais si tu veux un truc sans sucre, je te sers un truc sans sucre, et il lui sert un café, quoi, c'est le seul truc sans sucre de l'époque. Voilà, c'est tout ce petit jeu de décalage temporel qui franchement sont parfaits, quoi. Il y a par exemple McFly qui va jouer Johnny B. Good et Chuck Berry qui va plus ou moins l'entendre au téléphone grâce à son cousin. Donc ça laisse suggérer qu'en fait c'est McFly qui a inventé Johnny B. Good. Mais voilà, toute cette espèce de délire là, qui est intéressant, on en reparlera très vite. Par conséquent, c'est plus ou moins lui qui aussi invente le rock'n'roll à l'époque, quoi. Donc c'est tous les trucs qui vraiment me font vraiment kiffer dans ce film. Et au-delà de ça, le film a un côté sexuel un peu déviant. On est dans les films de Zemeckis, il a toujours un côté un peu pervers, bizarre, Zemeckis. Et là, ça traite de l'inceste, c'est quand même l'histoire d'un fils qui doit éviter que sa mère se le tape, quoi, parce qu'elle a envie de se taper son fils tout le film. Et d'ailleurs, au moment où elle l'embrasse, elle est en mode genre, oh là, il y a un problème là, oh là, c'était pas normal ce baiser, quoi. Donc bon, il valide pas l'inceste, mais ça tourne quand même autour de ça. C'est assez osé, et finalement, dans un film grand public, on n'a pas l'habitude. C'est un peu la perversité de Zemeckis qui parle, et ça fait que le film a aussi une forme de singularité, et de côté un peu immoral, qui lui donne aussi un petit cachet différent de tout ce qu'on pourrait faire à l'époque par d'autres gens. Donc ça fait que ce film est vraiment ultra savoureux. Mais, est-ce qu'il se tient ? Déjà, il faut statuer sur quelle théorie temporelle le film utilise pour manipuler les voyages dans le temps. C'est important, donc si vous avez vu mon premier épisode, je vais me référer à une des théories pour essayer de comprendre parmi laquelle le film se situe. Moi, j'avais d'ailleurs donné la réponse dans l'épisode précédent. Au départ, ça paraît plutôt évident qu'on est dans la théorie du remplacement.
Deux choses nous permettent rapidement d'établir qu'on est dans la théorie du remplacement. La première, c'est cette fameuse photo, donc la photo que Marty a de lui en 1985. Et le truc, c'est que cette photo, elle vient de la première timeline, donc l'originale, de 1955 à 1985. Mais Marty, lui, en revenant dans le temps, il va arriver dans cette espèce de 1955 alternatif, le 1955 bis. Et on comprend très vite que ce 1955 bis, vu qu'il change des événements, ce qui s'est passé dans cette timeline-là va être effacé pour donner lieu à une nouvelle timeline. Donc on comprend que la timeline va être remplacée, notamment par cette photo. Et la fin du film nous le confirme, parce qu'à la fin du film, Marty voyage dans le futur de nouveau, mais il ne revient pas au 1985 original, il revient dans un 1985 bis, où sa famille est plus aisée. George McFly a réussi à tenir tête à Biff Tannen et à inverser totalement le rapport de force entre les deux. Voilà, donc c'est une nouvelle dimension dans laquelle Marty est projeté, et clairement, son ancienne dimension semble avoir été remplacée. Donc le film nous dit clairement qu'on est dans la théorie du remplacement, d'ailleurs sinon il n'y aurait pas l'enjeu principal du film, qui est que Marty risque de mettre en péril sa propre existence, vu qu'elle va être remplacée par une existence où ses parents ne sont pas rencontrés. Donc c'est la théorie du remplacement. Maintenant, on va rentrer dans les aspects problématiques en termes de logique temporelle. Le concept du film fonctionne, le fait qu'il n'y ait rien qui motive Marty à revenir dans le passé pour changer quelque chose du futur, c'est pas du tout son intention, c'est vraiment un voyage accidentel, et donc sa motivation initiale, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Tu peux prendre une machine dans le temps, revenir dans le temps, en effet, sur le papier, pourquoi pas. Mais il arrive très vite un des gros problèmes du film, c'est cette fameuse photo. Cette photo qui présente donc les enfants McFly, Marty, son frère et sa sœur devant un puits, va progressivement faire disparaître les personnages au fur et à mesure que les parents McFly ne tombent pas amoureux l'un de l'autre. Pour le coup, c'est un objet dramaturgique vraiment ultra efficace, ça montre les enjeux de manière visuelle, on a un côté compte à rebours où on voit la photo disparaître au fur et à mesure, et on se dit « Ah merde, il est proche de disparaître lui-même », enfin voilà. C'est, en termes d'écriture et en termes de logique pour faire comprendre au spectateur quelque chose, c'est vraiment une super bonne idée. Mais alors, en termes de logique temporelle et même de logique tout court, c'est totalement claqué au sol. Déjà en termes de logique tout court, on a donc une photo où des éléments vont disparaître progressivement dessus parce que le passé qui a mené à cette photo va être changé. Le truc c'est que c'est absolument illogique d'avoir par exemple une photo avec aucun des enfants dessus. Qui aurait pris cette photo et pourquoi Marty se baladerait avec une photo avec un puits, juste un puits par exemple, ça n'a pas de sens. Et même à quel moment par exemple on a réussi à prendre la photo du frère sans la tête? À quel moment ce moment-là de l'histoire a pu arriver? C'est jamais arrivé. Donc cet effet de faire disparaître les gens progressivement n'a pas de sens en termes de logique pure. Et en termes de logique temporelle, c'est encore plus compliqué, parce que le problème de ça, c'est que dans la vie, le destin, le temps, tout ça, c'est soit arrivé, soit c'est pas arrivé. Cette photo, elle représente un présent, le présent de Marty McFly en 1985. Et donc elle est la conséquence du passé qui vient de 1955. À partir du moment où McFly revient en arrière et change ce passé-là, on considère qu'il va donc changer le futur et donc potentiellement changer cette photo. Mais le truc, c'est que malheureusement, vu qu'il vient du futur, McFly, et que cette photo vient du futur, et bah tout ça est déjà arrivé malheureusement. Si Marty est là pour faire ses agissements, ça veut dire qu'il est sur la photo et que la photo a existé. Parce qu'évidemment, s'il ne fait pas rencontrer ses parents, et bah il ne peut pas exister, et donc la photo ne peut pas exister, et ainsi de suite, il n'a aucune raison d'avoir été là à la base. Donc on rentre dans ce fameux paradoxe que j'évoquais dans le premier épisode, qui est le paradoxe du grand-père, à savoir qu'en fait, à partir du moment où Marty est là, c'est qu'il a toujours réussi sa mission, et donc que la photo n'a jamais eu lieu de disparaître. Et au-delà de ça, en plus, à la fin, par exemple, ce qui est étrange, c'est que tous les frères et sœurs réapparaissent sur la photo, mais on a les frères et sœurs qui réapparaissent en version 1985, première version, et non pas 1985 bis, où ils sont bien fringués, où on sent que c'est pas la même classe sociale de la famille, quoi. Donc ouais, il y a plusieurs problèmes avec cette photo, que ce soit en termes de logique temporelle, et même en termes de cohérence interne avec ce que le film essaye plus ou moins de raconter avec les théories temporelles. Cette photo, c'est un très bon outil scénaristique, mais ça fonctionne pas très bien quand on essaye de comprendre la logique temporelle autour de cette photo. Et sur cette histoire de photo, en plus, il y a quelque chose d'intéressant qui s'appelle la loi de Niven. Alors Niven, c'est un auteur de science-fiction qui a théorisé pas mal de trucs sur les voyages temporels, et il a théorisé une chose qui pourrait nous servir, qui est de dire que quand un personnage fait un voyage dans le passé, il arrive dans son nouveau présent à lui, et donc il n'a aucune raison d'être affecté par quoi que ce soit qui pourrait avoir affecté le futur qui va se dérouler, parce que pour lui, dans sa temporalité, c'est logique, c'est son présent, donc il est là, et les objets avec qui il a voyagé n'ont pas de raison d'être affectés par quoi que ce soit qui s'est passé antérieurement. C'est son présent, et c'est sa réalité à l'heure actuelle. Donc on pourrait presque considérer que c'est le cas de Marty, parce qu'il a voyagé, maintenant en 1955 bis, il est dans sa réalité à lui, et donc il n'y a aucune raison que tout ce qui comporte que sa photo avec lui soit affecté, même si sa timeline disparaît, ce qui est là, à ce moment-là, est là.
Mais bon, pas tout le monde n'est d'accord avec cette loi de Niven. Moi, pour le coup, je la trouve plutôt logique. Je considère que quand tu as voyagé dans le passé, ça devient ton nouveau présent et que tu n'as pas ce côté rétroactif où d'un coup tu changes quelque chose et ta vie d'avant a été changée, donc toi tu es changé à l'heure actuelle. Non. Mais pas mal de films l'utilisent, on en parlera au fur et à mesure des épisodes, vous allez voir. C'est quelque chose qui va revenir souvent, cette espèce, tu fais un choix entre est-ce qu'il y a un côté rétroactif ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de côté rétroactif et une fois que tu y es, tu y es. Ensuite, on va parler de l'épisode Johnny B. Goode. Ce délire de Johnny B. Goode avec un personnage qui donne l'idée à une chanson qui existait déjà pour qu'un personnage la crée, c'est une variante de ce qu'on appelle le paradoxe de l'écrivain ou le paradoxe de l'auteur. Le paradoxe de l'auteur, vous prenez un auteur qui a écrit un roman et qui va voyager dans le temps, dans le passé, et qui va donner son roman à succès à lui du passé qui n'avait pas encore écrit ce roman. Le lui du passé va donc publier ce roman, devenir célèbre, et se dire « Ah, il faut que je remonte dans le temps pour le donner à moi-même », et donc remonter dans le temps et redonner ce roman à la personne de lui du passé, et ainsi de suite. Ce qui donc pose la question, à quel moment ce roman a été écrit? Quand on vit la vie de l'auteur, ça donne ça. Il est là, il n'a pas encore écrit son roman, hop, il y a lui du futur qui débarque, qui lui donne un roman, oh, trop bien, il continue sa vie, il publie le roman, il devient célèbre, hop, il a l'idée de revenir dans le temps pour donner le roman à lui-même, il le fait, hop, à quel moment le roman a été écrit? Il ne l'a jamais écrit. C'est un paradoxe parce que le roman a forcément été écrit à un moment, mais à la fois, il n'a pas été écrit dans cette timeline-là, donc paradoxe, voilà, c'est quelque chose qui est concevable, mais qui est à la fois impossible, un paradoxe. Le truc, c'est que ce paradoxe, il fonctionne uniquement quand on est dans la théorie que j'avais développée dans le premier épisode, qui est celle où il n'y a qu'une seule timeline. Tout est déjà arrivé, on est sur un aspect cyclique, et c'est pour ça qu'on peut prendre le temps de manière linéaire et se dire « Ah bah oui, là il se passe ça, hop, il revient dans le temps, et en fait c'était déjà arrivé, tout ça. » Ça fonctionne dans ces théories temporelles-là. Mais le truc, c'est que Retour vers le futur, évidemment, n'utilise pas cette théorie à une seule timeline. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a eu un 1955 où Marty n'a pas interféré dans la vie de ses parents, qui a donné lieu à ce 1985-là. Marty, en revenant dans le temps, il crée clairement une dimension parallèle, un 1955 alternatif où il a interféré entre la rencontre de ses parents, et qui va donc générer un 1985 futur. Et donc, en fait, dans Retour vers le futur, c'est amusant de se dire ça, mais on sait à quel moment Chuck Berry a composé, a écrit et a chanté Johnny B. Goode. Dans la première timeline, c'est évidemment Chuck Berry qui a eu l'idée de Johnny B. Goode et qui l'a chanté, et elle est devenue célèbre dans cette timeline-là. Marty l'a appris, et c'est Marty qui, en revenant dans la timeline 2, inspire le Chuck Berry de la timeline 2 de faire Johnny B. Goode. Donc, on peut retracer l'origine de Johnny B. Goode, et on n'est pas du tout face au paradoxe de l'auteur. Mais on pourra quand même dire que dans la timeline bis, c'est Marty McFly qui a inspiré Johnny B. Goode à Chuck Berry bis. Parce que Chuck Berry, pas bis, Chuck Berry 1, c'est un peu compliqué, il l'avait écrit tout seul, Johnny B. Goode, ou avec les gens et qu'il l'a écrit normalement. Je n'ai pas fait l'historique de la chanson, mais vous m'avez compris. Maintenant, on va passer à la fin du film, et c'est là où ça devient très, voire un peu trop compliqué. Donc, Marty est parti de 1985 pour arriver en 1955 bis, où il a changé un peu le cours du temps, ce qui a créé un 1985 bis, où on le voit revenir à la fin du film. À la fin du film, il revient et il voit Marty 2, parce que oui, il y a un deuxième Marty dans cet univers-là, qui voyage dans le passé. Donc là, on se dit, mais Marty 2, lui, il va débarquer où? Il risque de débarquer dans un 1955 tierce. Donc là, on a Marty 1, qui est la personne qu'on a suivi tout le film, qui est dans ce 1985 bis, et Marty 2, qui est un personnage qu'on a quasiment jamais vu, on a juste vu quelques secondes à la fin du film, qui se retrouve dans un 1955 tierce. Marty 1 et Marty 2, ce ne sont pas les mêmes personnes. Marty 1, c'est vraiment le personnage qu'on a suivi, qui a eu la vie qu'on a vue, qui a eu la vie chez les McFly, qui étaient des gens un peu soumis, un peu des ploucs, et qui s'est retrouvé à voyager dans le temps et à changer le cours de son existence. Et là, il se retrouve donc dans une réalité qui n'est plus du tout celle qu'il a connue. Marty 2, pour le coup, lui, c'est un personnage qui est né de la famille McFly en mode aisé, qui est né avec un père qui avait un meilleur tempérament, qui avait réussi à s'affirmer face à Biff Tannen, qui a fait que ses enfants sont des gens qui ont l'air d'avoir mieux réussi dans la vie parce que par exemple ils sont mieux habillés, il y en a un qui est en costard alors que l'autre c'était vraiment le roi des ploucs, et donc fatalement Marty 2 n'a pas du tout eu la même vie que Marty 1. Donc le premier truc qu'on pourrait se dire, c'est que c'est quand même étrange que Marty 2 se soit retrouvé à être exactement au même moment, au même endroit que Marty 1, dans une timeline qui finalement n'avait rien à voir. Il s'est retrouvé à aider Doc de la même manière que Marty 1, dans les mêmes circonstances, à la même heure, à la même horaire, dans le monde pareil, avoir la même maison, avoir la même chambre, avoir même la même copine. La seule différence, c'est qu'il a un gros 4x4. Mais voilà, donc c'est quand même, on peut se dire, ah oui, c'est particulier que ce soit déroulé exactement de la même manière, malgré le fait que ses parents n'aient pas du tout eu la même vie. Mais, vu qu'il n'y a rien qui est expliqué, on peut aussi se dire que c'est possible,
On peut se raconter ce qu'on veut pour que justement Marty 2 se retrouve à avoir fait exactement les mêmes choix et arriver au même endroit que Marty 1. C'est pas incohérent en soi, c'est juste hautement improbable. En termes de probabilité, je pense que ça doit être de l'ordre du 1 millionième sur je sais pas combien. C'est vraiment ridicule. Mais on peut se raconter ce qu'on veut dans une œuvre de fiction, il y a personne qui a raison là-dessus. Donc, c'est pas un problème dans l'idée. C'est hautement improbable, mais c'est pas problématique. Par contre, il faut bien être conscient qu'à la fin du film, Marty 1 va se retrouver dans une timeline où finalement, ça va être compliqué pour lui de raccrocher un peu les wagons, parce qu'il s'est passé énormément d'événements qu'il n'a peut-être pas connus. Mais ce que le film laisse suggérer, c'est que sa vie n'a pas vraiment changé, malgré le fait que personne dans sa famille fait la même chose, que son père a écrit un roman là où il l'avait pas écrit dans la première timeline. Donc là, il y a un côté un peu... il s'arrange les bidons, quoi, pour faire en sorte que ça fonctionne, mais dans le côté concret de la chose, Marty va avoir beaucoup de choses à rattraper pour essayer de se mettre à niveau sur tout ce que ce que Marty 2 avait vécu. Donc il débarque pas non plus dans le même univers où il peut parler aux gens de la même manière, quoi. Ça paraît bizarre de concevoir ça. Marty 2, lui, il débarque dans un 1955 où il n'y a pas Marty 1. C'est pas ce 1955 là où il débarque. Il débarque dans un autre. La seule différence, c'est que c'est un Marty qui a connu une histoire différente sur la rencontre de ses parents. Marty 1, quand il avait voyagé en 1955 bis, l'histoire qu'il avait entendue sur la rencontre de ses parents, c'était que son père avait été renversé par la voiture du père de sa mère, et donc ils s'étaient rencontrés plus ou moins grâce à ça. Mais l'histoire de la rencontre des parents de Marty 2, pour le coup, c'est ce qu'on a vu dans le film. C'est Biff Tannen qui se prend une droite, Kelvin Kline, un personnage qui ressemble beaucoup au fils qu'ils auront plus tard, qui est venu les aider pour plus ou moins faire l'entremetteur. Voilà. Donc ils rentrent pas dans le même passé que Marty 1. Il rentre dans un nouveau où il s'est pas passé la même chose. Mais ce qui est rigolo, c'est de se dire que Marty 2, lui, va aussi changer le cours de l'existence, mine de rien. Parce que Marty 2, il est dans ce 1955 tierce, où il va forcément, vu qu'on a vu que chaque petit élément peut provoquer un changement du futur, créer un 1985 tierce. Et c'est là où la théorie du remplacement que le film nous expliquait depuis le début ne tient pas debout. Parce que fatalement, si Marty 2 crée une nouvelle timeline en étant dans un 1955 tierce, ça voudrait dire que tout ce qui est au-dessus, tout ce qui s'est passé avant, comme Marty avait fait dans le film précédent, est effacé. Or, vu qu'on va suivre Marty 1 et que sa vie va continuer d'exister, on comprend que Marty 2 n'efface pas les autres dimensions. Toutes ces timelines ne s'effacent pas les unes les autres. Elles se superposent. Sauf que vu qu'on suit ça du point de vue d'un voyageur temporel, on comprend que lui ne peut pas rentrer dans sa timeline originelle, mais sa timeline originelle, le premier 1985, il existe toujours. Il existera sans Marty. C'est la seule différence, c'est que Marty est parti dans le passé, il ne reviendra pas, et donc dans cette timeline-là, les gens se diront « mais il est passé où Marty Merde, on a perdu Marty McFly a disparu. » Mais l'univers ne disparaît pas pour autant, parce que sinon Marty 1 à la fin du film devrait quasiment disparaître instantanément. Et le truc c'est que ce schéma, il risque de se répéter quasiment indéfiniment. Et oui, Marty 2, il va finir par revenir dans le présent, en 1985 tierce, et il va voir un Marty 3 qui va lui revenir dans le passé, et ainsi de suite, et ça va créer une infinité de timeline, il n'y aura pas de fin, enfin ça dépend, on peut écrire ce qu'on veut et que les personnages prennent des décisions différentes, mais dans la logique, ça pourrait se continuer indéfiniment, et donc on se retrouve vraiment avec une théorie temporelle qui n'est pas du tout celle du remplacement. On est dans une théorie avec une multitude de timelines, ce qui fait que la photo ne fonctionne vraiment pas du tout, parce que, il n'y a pas de remplacement du tout. La timeline existera toujours, et elle ne changera pas ce que Marty a été au moment où lui a voyagé dans le passé. La seule nuance, c'est que le voyageur temporel, lui, une fois qu'il a voyagé d'une timeline à une autre, il est bloqué dans cette nouvelle timeline, il peut pas aller dans une nouvelle. Marty McFly, en 1985, s'il remonte dans le passé, il va remonter dans le passé de cette timeline-là. Et le truc, c'est qu'il va recréer une nouvelle alternative, et là, on se retrouve avec une arborescence qui est infinie. Et de toute façon, le film va pas traiter ça, on va voir comment ça se gère dans la suite, parce que dans la suite, en plus, il s'amuse à créer des timelines différentes pour après changer les trucs et créer de nouvelles timelines. Donc, on va voir, on analysera ensemble Retour vers le futur 2, mais en tout cas, on se rend bien compte que les prémices de base de Retour vers le futur 1 finalement ne se tiennent pas tout le long du film. Ils sont pas cohérents avec leur théorie jusqu'au bout. Bon, c'est pas très grave parce que le film est vraiment très intéressant à suivre et vaut mieux quelque chose qui soit plaisant pour le spectateur, engageant, que quelque chose qui soit fondamentalement correct de manière temporelle, parce que là, je m'amuse à me faire chier et à essayer de tout réfléchir parce que j'adore ça, mais fondamentalement, quand tu regardes le film, tu t'en fous royalement. Et ben voilà, je pense avoir été plutôt complet sur cette histoire de voyage temporel dans Retour vers le futur 1. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'adore faire ça. Je sais pas si ça vous plaît à vous, mais en tout cas, moi j'adore parler de théorie temporelle, essayer de réfléchir comment ces timelines fonctionnent entre elles.
je kiffe. Donc bah écoutez, c'était le premier épisode sur un seul film en question en particulier. Il y aura un deuxième épisode bientôt, peut-être aussi sur un autre film. Après, je ferai peut-être des épisodes aussi sur certaines thématiques précises où j'approfondirai des sujets. Voilà, bah écoutez, les fans de voyage temporel sont ici. Vous avez un petit lieu de recueillement où vous pouvez venir discuter de tout ça avec une petite vidéo qui essaie d'en parler. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à en parler. C'est très compliqué. Il y a des fois où, enfin, je vois des gens, je vais sur des forums et tout. Chacun a aussi un peu sa vision des choses et il n'y a pas réellement de vérité vu que c'est de la fiction. Moi, ce que j'aime pas faire, je vous dis clairement, j'aime pas théoriser des timelines antérieures à ce qu'on a vu dans le film pour justifier des trucs. Genre, j'aime pas m'imaginer que dans une première timeline qu'on n'a jamais vue, il s'est passé ça pour justement faire en sorte que tout le reste devienne cohérent. Ça, moi, ça me plaît pas parce que je considère que le film, une fois qu'il nous donne des éléments, on peut travailler avec, mais inventer des éléments antérieurs à ce que le film a fait, je trouve ça compliqué. J'aime pas trop. Mais des gens le font et ils ont pas tort. Hein. C'est juste que moi, je trouve que ça me dérange. Je considère que le film est le début de l'histoire pour moi. Voilà. Enfin, c'est le début des éléments avec lesquels on peut travailler. On peut pas s'imaginer une vie antérieure à Marty ou des McFly qu'on connaît pas, qui sont différents, qui auraient fait d'autres choix pour créer une première timeline, voilà, ou Doc qui part en voyage tout seul. Enfin voilà, des trucs comme ça. Moi, ça me plaît pas de le faire, mais n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est tout pour cet épisode de Paradoxe. J'espère ne pas avoir été trop barbant pour ceux à qui ça plaît pas trop. J'espère surtout avoir été clair et limpide, avoir réussi à pas trop mal gérer mes petites infographies de merde qui sont faites à l'arrache parce que je suis vraiment une quiche dans ce domaine-là, mais j'ai essayé de tenter le coup. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, kiffez votre life et bonne toile!